Bonjour à tous, nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir Claude Koepelnji qui a reçu le prix Nobel de physique il y a 10 ans, Il y a c'était 10 ans, en exactement, 97, 97, oui. pour les travaux qu'il a menés sur l'interaction entre la lumière et la matière. Et nous allons donc discuter avec lui en 4 séances de cette histoire de la lumière, de son interaction avec la matière. On va commencer par le début, c'est-à-dire votre entrée au laboratoire de l'École normale supérieure à la fin des années 50, je crois. Non, au début des années 50, vers 1953, je suis entré comme élève à l'école. Et je suis rentré au laboratoire d'Alfred Kastler en 1955, 2 ans après le début de mes études. Et bon, c'est là que je me suis mis à faire de la physique réellement. Alors je crois que notre sujet aujourd'hui, c'est de parler de la lumière. Telle Alors, qu'on la représentait. Comment la représentait-on à cette époque-là. époque-là Disons, l'enseignement en France était un peu vieillot, je dirais, parce que certes, on nous racontait un petit peu l'évolution des idées sur la lumière, qui est un problème extrêmement intéressant. On parlait surtout de la théorie ondulatoire de la lumière, qui avait trouvé son apogée avec les équations de Maxwell. On donnait quelques idées sur les travaux de Planck et d'Einstein, qui étaient revenus sur la conception corpusculaire. Mais ce qui était étonnant, c'est que l'aspect moderne, le traitement à la description quantique de la lumière était quelque chose qui n'apparaissait pas dans l'enseignement. En France, en tout cas. En France, certainement en France. Alors, heureusement, il y a eu à cette époque quelques initiatives importantes pour pallier à cette difficulté. Disons, dans la période qui séparait les deux guerres, la Première Guerre et la Deuxième Guerre, disons, la physique en France était, disons, pas très développée, comparée à ce qui se passait en Allemagne en particulier. Et en particulier, l'enseignement était resté très, très, très vieillot, très démodé. Au début des années 50, il y a tout de même un certain nombre d'efforts qui sont faits par des physiciens qui sont allés se former à l'étranger. Et moi, j'ai eu la chance de pouvoir suivre un certain nombre de ces enseignements nouveaux, en particulier un enseignement qui était donné à Saclay par un groupe de jeunes physiciens qui rentraient d'Angleterre, des États-Unis, comme Albert Messias, Anatole Abraham, Claude Bloch, et nous allions toutes les semaines à Saclay pour suivre ces cours qui nous réellement mettaient en contact avec la mécanique quantique telle qu'elle était utilisée de manière efficace dans toute une série de domaines de la physique. Une autre initiative importante en France était l'école des Ouches, une école internationale où tous les étés, pendant 2 mois, une cinquantaine d'étudiants français et étrangers venaient suivre les cours des meilleurs physiciens de l'époque. Ça existe toujours d'ailleurs. Qui existe toujours, mais à l'époque, elle jouait un rôle beaucoup plus important que maintenant, dans la mesure où elle dispensait un enseignement de base, de mécanique quantique, de mécanique statistique, alors que maintenant, les sections sont plus spécialisées sur des sujets bien définis. Donc on passait 2 mois là-bas, on était en contact avec des gens comme Feynman, Schwinger, Uhlenbeck, Ramsey, et on était plongé dans la physique moderne. Et j'ai eu aussi la chance à l'École normale supérieure de suivre les cours d'Alfred Kastler. Alfred Kastler est un physicien qui a eu le prix Nobel en 1966, qui est né en Alsace en 1902, sous le régime allemand, dont la langue maternelle était l'allemand, et qui a donc eu la possibilité de lire dans l'édition originale tous les travaux des grands physiciens allemands comme Sommerfeld, Einstein, Planck. Il était au courant des développements de la physique moderne. Il dispensait à l'école un cours remarquable sur l'interaction entre des atomes et de la lumière polarisée. Et je sais que moi, il m'avait complètement séduit et j'avais décidé à la suite de ces cours de changer d'orientation, de passer des mathématiques à la physique. C'est lui qui m'a communiqué un petit peu la passion de la Parce qu'à physique. l'école normale, quand vous étiez étudiant, c'était plutôt les mathématiques qui vous intéressaient? Oui, quand je suis entré à l'école normale, c'était plutôt les mathématiques qui m'intéressaient. Il y avait aussi des professeurs remarquables comme Laurent Schwartz, Henri Cartan, qui faisaient des cours de mathématiques extraordinairement intéressants. Mais Kastler avait en plus cet aspect, je dirais, poétique, élégant. Il a écrit la poésie d'ailleurs. Il a écrit de très très belles poésies. C'était non seulement un grand scientifique, mais un artiste, un grand humaniste. Donc, grâce à ces gens-là, j'étais un petit peu plus au courant des grands courants de la physique moderne. Mais à l'époque, il faut rappeler que le laser n'avait pas encore été oui, alors à l'époque, inventé. Donc, quel genre d'expérience faisait-on avec de la lumière à l'époque, non cohérente? Il fallait voir qu'à l'époque, on sortait quelques années après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les laboratoires français étaient dans un désert total. Il n'y avait presque pas d'équipement. Et il a fallu des initiatives comme celle d'Yves Rocard, qui était le directeur du laboratoire de physique de l'École normale à cette époque, pour récupérer des matériels, en particulier des sources micro-ondes,
des magnétrons, des surplus de l'armée américaine, et pour avoir un certain nombre d'équipements un peu plus sophistiqués au laboratoire. Et à l'époque, nous utilisions des sources lumineuses à décharge. On était encore très très loin d'imaginer qu'un jour on disposerait des sources que sont devenues les lasers. On n'en parlait donc pas. Personne n'imaginait qu'un jour des sources cohérentes de lumière seraient disponibles dans les laboratoires. Non, à cette époque-là. Mais tout de même, il y avait une certaine préparation, je dirais, une certaine préparation des esprits de révolution qui venaient surtout des gens de la résonance magnétique et de la résonance micro-ondes. Les gens comme Abraham qui étudiait la résonance magnétique nucléaire, comme Towns qui étudiait également la spectroscopie micro-ondes. Ces gens-là étaient intéressés par toute une série de processus d'interaction matière-rayonnement qui n'étaient pas envisagés par ailleurs. Et quel était votre sujet Alors, mon sujet, c'était le pompage optique. Je crois que nous reviendrons tout à l'heure là-dessus. C'était l'idée d'utiliser de la lumière polarisée pour polariser les atomes, pour faire en sorte que tous les moments magnétiques des atomes pointent tous dans la même direction. Alors qu'à l'équilibre thermodynamique, il y a autant d'atomes dans une direction que dans l'autre. Il y a une toute petite différence, mais minime. Et le pompage optique, d'ailleurs, on peut voir sur le cliché qui représentait les deux grands physiciens qui ont été à l'origine du développement de ces méthodes dès le début des années 50, Alfred Kastler et son plus proche collaborateur, Jean Brossel, qui ont donc introduit en France un nouveau type de physique basé sur ces idées, qui était extrêmement original, extrêmement novateur. Est-ce qu'il y a eu des découvertes Ah oui, des découvertes, parce que d'un coup, le fait de pouvoir disposer de milieux atomiques polarisés a permis, dans un gaz où les interactions sont faibles et où par conséquent les raies atomiques sont beaucoup plus étroites, a permis de mettre en évidence toute une série d'effets importants comme les transitions à plusieurs photons, comme la diffusion multiple cohérente, comme les déplacements de niveau d'énergie par la lumière, avec des sources qui étaient tout à fait conventionnelles. Mais les méthodes étaient suffisamment astucieuses pour pouvoir, avec ces sources peu performantes, voir des effets extrêmement originaux. Mais à l'époque, des physiciens comme Towns, qui avait passé d'ailleurs 1 an chez Kastler, comme en séjour sabbatique, revenaient à une idée d'Einstein, énoncée en 1917, qui était l'émission stimulée, qui est l'idée que quand un atome est dans un niveau supérieur, et si un photon arrive sur lui avec la fréquence correspondant à une transition atomique, un deuxième photon identique au premier peut être généré, un photon jumeau. De sorte que si on a un milieu avec des populations inversées, il y a plus de photons qui sont créés que de photons qui sont absorbés. On a un milieu qui amplifie la lumière. Et ça sera la base du fonctionnement des Towns, lasers. en 1955, aux Zouj, quand j'étais à cette session de l'école des Zouj en 1955, parlait des premières expériences qu'il faisait sur les masers. Pas les lasers, les masers. Microwave Amplification by Stimulated Emission Radiation. Amplification de rayonnement micro-ondes. Et il réalisait le premier maser à ammoniac. Donc, ce mélange des idées d'émissions stimulées et de pompage optique qui permet d'inverser les populations, c'était, disons, le terreau sur lequel allait germer l'idée du maser puis du laser. Et alors vous-même, est-ce que vous avez fait une découverte dans cette période-là, avant que Kastler ait son prix Nobel? Alors, en cette période, où, si vous voulez, j'ai quitté l'école normale en 1957. Je suis parti faire mon service militaire qui était à l'époque de 28 mois à cause de la guerre d'Algérie. Une partie d'ailleurs de ce service était passée dans un service scientifique, le service d'aéronomie du CNRS, qui était dirigé par un ancien élève de Kastler, Jacques-Émile Blamont. Et nous étions à Colombéchat pour tirer des fusées au crépuscule et pour étudier le sodium dans la haute atmosphère, pour mesurer les vitesses des vents dans la haute atmosphère. Bon, je suis revenu au laboratoire en janvier 60, et là j'ai commencé un travail de thèse d'État qui a duré 3 ans, et c'est au cours de ce travail, toujours avec les sources conventionnelles, que j'ai pu montrer que la lumière déplaçait les niveaux d'énergie des atomes, un effet petit à l'époque parce que les sources n'étaient pas intenses. Mais qui était prévu par la théorie ou qui On avait d'abord fait les calculs et on a fait l'expérience pour le mettre en évidence. Et cet effet, 30 ans après, devait se révéler important pour le refroidissement laser. Ouais, donc c'est cet effet. Il y a eu d'autres effets qui ont été découverts par des collègues comme Bernard Cagnac, Marianne Bouchia, comme je disais, l'absorption à plusieurs photons. Un atome peut passer d'un niveau à l'autre en absorbant non pas un photon, mais 2, 3, 4. Ce phénomène a d'abord été observé dans le domaine radiofréquence, où les intensités des sources sont suffisamment importantes pour pouvoir le mettre en évidence. Quelques années plus tard, il allait être vu aussi dans le domaine optique, avec les lasers. Donc ça, c'était la situation au début des années 50, un enseignement très déficient, malgré quelques initiatives intéressantes, et puis un état de délabrement expérimental des laboratoires considérable.
qui allait mettre du temps pour être rattrapé. Mais néanmoins, d'après ce que vous racontez, vous aviez quand même conscience qu'il s'agissait d'un nouveau champ qui Absolument, allait exploser. absolument. La physique atomique telle que l'enseignaient Alfred Kastler et Jean Brossel. Jean Brossel revenait des États-Unis après avoir fait une thèse de 3 ans au MIT. Il revenait avec beaucoup d'idées, avec une grande compétence expérimentale. Et on sentait là qu'il y avait un potentiel de recherche, un potentiel de découverte considérable. Et il y avait beaucoup d'appétit de la part des jeunes pour Voilà, aller dans exactement. ces champs. Si vous voulez, Kastler et Brossel avaient un tel charisme que les cours qu'ils faisaient à l'école normale supérieure étaient tellement bons qu'après chaque année, il y avait des normaliens, des sévriennes qui venaient demander à faire une thèse de doctorat ou un diplôme d'études supérieures, comme on les appelait à l'époque, pour faire un travail de recherche. Et donc ce laboratoire, à cette époque-là, était exceptionnel parce qu'il y avait un petit nombre de gens, tous extrêmement enthousiastes, extrêmement motivés, travaillant jour et nuit pour avancer leurs expériences avec des moyens relativement modestes et arrivant à mettre en évidence des effets fondamentaux. Et vous-même, vous avez rapidement été amené à enseigner la physique. Alors j'ai passé ma thèse en décembre 62 et j'ai été nommé maître de conférence à la faculté des sciences de Paris sur l'insistance importante d'Alfred Kastler qui voulait absolument que les chercheurs enseignent également en 64. Et depuis que j'ai enseigné, je suis passé, j'ai commencé par le premier cycle, puis je suis passé en maîtrise, et là quand on m'a demandé de faire un cours de mécanique quantique nouveau, qui était vraiment la nouvelle maîtrise qui a donné lieu à un livre qui a demandé beaucoup d'années de travail, puis un troisième cycle de physique atomique et statistique, créé par Jean Brossel, et donc l'enseignement supérieur en France a été complètement rénové à partir du milieu des années 60, en particulier avec l'introduction du troisième cycle, qui a permis d'avoir un enseignement qui s'adapte instantanément aux évolutions de la recherche. Donc avec Kastler et son prix Nobel, puis vous ensuite, la France a pu montrer qu'elle avait rattrapé en quelque sorte son retard. C'est vrai que Alfred Kastler a été à l'origine du développement d'une école de physique atomique et d'optique particulièrement féconde en France. Il y a beaucoup d'élèves qui ont été formés, qui continuent maintenant. Le laboratoire Alfred Kastler, Jean Brossel, maintenant comporte à peu près une centaine de chercheurs dans tous les divers domaines et certains sont arrivés aussi au top niveau. Et alors pour clore cette période, est-ce que vous pouvez nous dire en quoi consistent les travaux de Kastler qui lui ont valu le prix Nobel? Alors c'est cette idée que les atomes à l'équilibre thermodynamique ne sont pas polarisés. Alors l'idée de Kastler, qu'il avait comprise, qu'il avait eu en lisant les travaux des physiciens polonais allemands sur le lien entre la polarisation de la lumière et le moment cinétique des photons, il est arrivé à l'idée qu'il est facile de polariser la lumière avec des polaroïdes. Et donc il est facile de faire un faisceau de photons qui ont du moment cinétique, et quand les atomes absorbent ces photons, ils gagnent le moment cinétique des photons qu'ils absorbent et ils deviennent polarisés. Et on obtient ainsi des taux de polarisation avec des sources même faibles, de faible intensité, on obtient des taux de polarisation qui peuvent atteindre 80-90%. Est-ce que pour ça c'est un résultat expérimental compris par la théorie? Est-ce qu'il a eu des applications concrètes? Si vous voulez, je reviendrai sur ce problème un peu plus tard, quand on parlerait un peu des applications des interactions matériellement. Oui, il y en a eu beaucoup, des magnétomètres et maintenant de l'imagerie par résonance magnétique. Merci Claude Cohen-Tannoujy. Nous allons clore cette première partie de l'émission. Vous nous avez parlé de la lumière telle qu'elle était décrite et utilisée dans les années 50 et 60. Et nous nous retrouvons une autre fois pour parler de la suite de l'histoire.